naturellement plus les maires ou les présidents de communautés de communes avec les autorités de l'État, mais que c'est un honneur aussi pour eux de rencontrer monsieur le préfet parce qu'ils ne le voient pas régulièrement. Voilà, donc on a discuté de certaines problématiques et monsieur le préfet nous a fait aussi un propos introductif intéressant sur le plan de relance, sur les différentes aides possibles. Écoutez, comme je le fais le plus souvent possible, je me rends sur le terrain, puisque je considère que mon rôle, ma mission est d'être le plus souvent possible sur le terrain, certes pour instruire les dossiers dans mon bureau, mais le plus intéressant c'est de rencontrer les élus, les citoyens, pour qu'ils nous rendent compte, qu'ils nous informent des difficultés qu'ils rencontrent. Et les difficultés, il y en a, et on est là pour les effacer. Donc ce matin, j'ai répondu évidemment à la sympathique invitation de monsieur le maire avec son conseil municipal, en tout cas une bonne partie de son conseil municipal. On a parlé d'un certain nombre de dossiers, on a parlé évidemment du plan de relance, d'accord, avec les objectifs prioritaires, hein, comme vous le savez, c'est évidemment les réseaux d'assainissement, hein, qui est un objectif départemental, afin justement que la qualité de nos eaux, pour nos ostréiculteurs bien sûr, mais aussi pour nos eaux de baignade, pour les eaux des rivières, soient de très bonne qualité et s'améliorent encore. Donc ça c'est un objectif sur le moyen et le long terme, mais nous mettons énormément de moyens et avec énormément de volonté des collectivités, nous allons évidemment gagner beaucoup de temps sur cette problématique-là, mais c'est aussi par exemple ma volonté, partagée aussi largement avec les élus, de relier ou interconnecter l'ensemble des collectivités qui ont déjà ou qui sont en train de construire des pistes cyclables. L'idée c'est que l'ensemble du département puisse être relié par un réseau continu de pistes cyclables, de voies vertes, ce qui est un bel objectif dans la mesure où, on l'a vu cet été, le tourisme vert a été une part extrêmement importante dans ce beau département. On a parlé évidemment des projets de la collectivité, parce que nous sommes là pour les accompagner, hein, avec potentiellement des dotations au titre de la DETR, de la DSIL de droit commun, mais aussi, j'ai évoqué devant eux ma ferme volonté de travailler avec eux pour linéariser la commande publique, parce que on met beaucoup d'argent au titre du plan de relance, on met beaucoup d'argent, hein, c'est plusieurs milliards qui sont sur le terrain, mais il ne faut pas non plus que nous créions un pic d'activité qui conduirait à ce que les entreprises locales notamment soient exclues de ces marchés publics. Donc là, il faut veiller à ce que nous puissions linéariser la commande publique sur plusieurs années, prioritairement sur évidemment le plan de relance de façon à maintenir l'emploi, voire à développer l'emploi, et puis l'accompagner dans la durée avec les reliquats des lignes budgétaires DETR, DSIL de droit commun, et les DSIL DETR de 2020, 2021, 2022. Il s'agit évidemment donc d'assurer le plein emploi, de rassurer les entreprises, de leur permettre donc d'embaucher durablement, en CDI notamment, et de permettre à ces employeurs d'être rassurés aussi sur la formation, puisqu'il s'agit aussi d'adapter l'offre à la demande, qu'elle soit du côté employeur vers les employés et du côté des employés vers leurs potentiels employeurs. C'était vraiment pour nous extrêmement important. Enfin, on a parlé également de transport, avec la volonté affirmée de monsieur le maire, de ce conseil municipal, de participer à une offre un peu nouvelle, comme il l'a déjà fait en reliant Guerre jusqu'à Baignon, hein, avec une navette qui fait une dizaine de liaisons par jour, qui est coûteuse. Et donc, je vais proposer que nous regardions ensemble, et avec l'ADEME, voir si on ne peut pas transformer, ou en tout cas peut-être substituer le bus aujourd'hui au gasoil à un bus avec une énergie renouvelable qui permettrait de baisser les coûts d'exploitation et de rendre cette opération blanche, alors qu'aujourd'hui elle est coûteuse pour la collectivité. C'est une belle initiative, mais effectivement je comprends que le coût soit un frein à ce qu'elle soit pérennisée. Donc on va essayer de faire en sorte que nous puissions éliminer ce surcoût tout en maintenant cette prestation pour le public. J'ajoute, juste si vous permettez, qu'on a parlé aussi du dispositif Petite Ville de demain. C'est un dispositif d'aide à la revitalisation des centres-villes, notamment là où il y a des charges de centralité. Donc nous on veut, c'est d'actualité pour le commerce, éventuellement candidater sur différentes pistes, je pense aux friches industrielles, mais surtout
éventuellement à obtenir des financements sur des managers de centre-ville pour aider à l'animation des centres-villes, au développement du commerce. Donc on va s'inscrire là-dessus et dans le cadre d'un projet, on va discuter ensemble, qui soit partagé par plusieurs communes et au sein sans doute et sous l'égide de la coordination toujours de l'Interco. Donc on va s'inscrire dans ce dispositif en sollicitant les services de Monsieur le Préfet. Vous avez bien fait de le rappeler, Monsieur le maire. En fait, Petite Ville de demain, c'est un dispositif, donc c'est un appel à projet national, d'accord. Mais comme nous avons l'ambition, en tout cas depuis que je suis arrivé, c'est ma volonté de simplifier les démarches et surtout de faire en sorte que seuls celles et ceux qui peuvent vraiment prétendre puissent monter des dossiers, parce que c'est coûteux en temps, c'est coûteux en argent, et il ne s'agit pas de laisser rêver tout le monde. Petite Ville de demain, c'est un beau dispositif, mais qui s'adresse à des collectivités qui ont une centralité, qui ont un ERT, qui sont à minima 3 à avoir cette volonté sous l'égide de l'EPCI. Donc on voit bien que tout le monde ne peut pas y aller. Donc il s'agit de guider le choix de ces collectivités pour demander de déposer des dossiers, étant entendu qu'elles peuvent y prétendre parce qu'elles remplissent justement les conditions d'éligibilité. De ne pas laisser croire à celles et ceux qui veulent y aller parce qu'il y a un appel à projet national, qu'il y a une petite ville, etc., qu'il faut faire un dossier pour un dossier. Non, pas du tout. C'est vrai pour Petite Ville de demain, mais c'est vrai pour l'ensemble des appels à projets. On se veut non pas restrictif, mais on veut juste que ce soit opérationnel et pertinent. De façon à ce que les collectivités ne perdent pas de temps avec des projets qui ne peuvent pas les concerner, parce qu'elles ne sont pas éligibles dans tel ou tel domaine. Bien au contraire, nous sommes là pour justement guider celles et ceux qui peuvent y aller et leur permettre justement d'avoir beaucoup plus de chance, puisque c'est un appel à projet national et que ce n'est pas nous qui décidons, c'est le niveau national. Donc pour nous, c'est l'accompagnement au jour le jour dans la rédaction du projet, l'accompagnement au niveau régional et l'accompagnement au niveau national pour justement que nous ayons beaucoup plus de chances d'être éligibles pour ne pas avoir à gérer évidemment des regrets chez les uns et chez les autres d'avoir dépensé de l'argent ou beaucoup de temps pour des projets qui n'aboutiraient pas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas éligible sur un domaine qu'on ne peut pas, à travers d'autres appels à projets, à travers d'autres subventions, apporter bien évidemment des réponses. Monsieur le maire a parlé beaucoup de son souci de maintenir des commerces de centre-ville, bien évidemment. On a parlé du changement comportemental des citoyens, mais aussi des commerçants, qui évidemment doivent développer et ont développé une offre Click and Connect, et qui permettra, de mon point de vue, de changer un peu le mode de commerce, mais au moins de fidéliser les clientèles et d'apporter un plus à cette clientèle qui parfois est obligée de rester chez elle. Ça me fait penser qu'on a mis en place un dispositif en complément du fonds de relance de la région ici localement, en apportant 500 € d'aide, 250 la commune si elle y participe et 250 la communauté. On a eu plus de 130 dossiers. Donc même 500 € c'est important. Au-delà des dispositifs régionaux qui existent et du fonds de garantie national. Petite question concernant entre guillemets, le plan en vélo. Il y a plein de communes qui ont fait des dossiers, dont Guerre d'ailleurs, précipitamment pour bénéficier de l'aide mise en place. Ça va déboucher sur quoi? Sur un plan départemental? Parce que c'est un peu un puzzle. Ah mais justement, l'idée c'est qu'on mette en fait les financements que l'État va mettre, le département aussi, parce qu'il est très volontariste, les intercos et les collectivités. Alors en fait, c'est le financement des dernières pièces du puzzle. En fait, l'idée c'est que partout où vous promenez sur le territoire morbihanais, vous avez de magnifiques pistes cyclables. Mais le problème c'est qu'il y a souvent un tronçon de 4, 5, 6, 7, 8 km qui manque. Et donc on est obligé d'emprunter une route beaucoup plus importante. Et donc l'idée c'est justement cette interconnexion, de façon à ce qu'il n'y ait pas une discontinuité, il y ait une continuité. On l'a vu cet été, dans la région de Pontivy, il y a eu un afflux énorme de cyclistes et d'écotouristes qui nous ont dit c'est génial, etc. Mais ils regrettaient qu'ils ne puissent pas aller partout en vélo sans passer par la route nationale et donc potentiellement se mettre en danger. Et donc là l'idée c'est que il y a un immense travail qui a déjà été fait, un très beau travail, de très belle qualité, mais souvent ça s'est arrêté à la frontière d'une commune. Peut-être qu'il y a une commune qui manque, ou il manque un petit tronçon, etc. L'idée c'est de dire aux collectivités,
aux communes, aux intercos, au sein du département, eh bien on va tout interconnecter de façon à ce que tout le département soit cyclable. Et il y a un calendrier pour ça? Alors l'idée c'est que ce sera ma priorité 2021 et 2022 au titre des lignes budgétaires offertes par le plan de relance. Donc on met beaucoup d'argent. Il y a 2 priorités dans le plan de relance au niveau départemental de la DSIL, donc plan de relance, DSIL dédié, une quinzaine de millions d'euros. C'est l'assainissement, bien sûr, et justement la finalisation de toutes ces voies vertes. De façon à ce que nous soyons en capacité d'achever les travaux fin 2022, début 2023. D'accord. Donc en 2023, on pourra aller du nord au sud, en 2023, de l'est à l'ouest, en vélo. Tous les deux en vélo, nous ferons le tour du Morbihan. Bon, ben, je vais revendre ma voiture. Et question sur l'assainissement, parce que l'assainissement, c'est vaste. Bon, il y a le problème des chantiers ostréicoles, qui est un peu particulier, mais vous évoquiez aussi tout à l'heure les eaux de baignade. Qu'est-ce que vous envisagez de faire ou de promouvoir comme action dans ce domaine-là? La problématique des eaux de baignade, c'est la même que celle des ostréiculteurs, malheureusement, ils ont connu un épisode du norovirus l'hiver dernier, ça fait juste un an d'ailleurs. C'est quoi? C'est qu'en fait, nous avons des réseaux d'assainissement qui sont la plupart du temps fuyards, c'est-à-dire qu'ils absorbent les eaux de ruissellement ou les eaux de pluie. Et du coup, vous avez des infrastructures, des STEP, des stations d'épuration, qui sont normalement calibrées par rapport au volume de la population, mais en fait, elles sont de fait sous-calibrées puisque se déverse dans ces steppes une immense majorité des eaux pluviales ou de ruissellement, en plus des eaux usées. Et donc l'idée, c'est de revoir ces tuyaux fuyards, de concentrer les eaux usées uniquement dans les steppes et de faire en sorte que les eaux pluviales, elles, aillent directement dans les ruisseaux, dans les rivières et en mer. C'est bien ça l'enjeu. Et donc il y a énormément de travaux à faire, de remise à niveau. Et là, je lance un appel. J'ai déjà reçu GRDF qui est tout à fait volontariste. Et l'idée, c'est que nous profitions de l'ouverture des voiries, notamment, pour aussi rénover, autant que faire se peut, les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, les réseaux pour la fibre, etc. De façon à ce que le citoyen n'est pas, comme ça arrive souvent, on ouvre la rue, on la ferme, on la réouvre, on la referme, on la réouvre, on la referme. L'idée, c'est justement de participer à la linéarité de la commande publique, c'est de profiter de l'ouverture de ces voiries pour l'assainissement, d'y passer d'autres fourreaux, d'autres réseaux. GRDF s'est proposé, par exemple, lorsque nous allons refaire des voiries dans lesquelles il y a des réseaux de gaz qui sont vieillissants, et bien peut-être que de les remplacer un peu avant, pour eux c'est pas grave, et l'économie qui sera réalisée par GRDF, parce que ce sera un coût inférieur que s'ils avaient eux-mêmes ouvert les tranchées, eh bien l'investissent sur le prolongement des réseaux, ou la modernisation d'une autre partie de réseau. Donc vous voyez, en fait, il n'y aura pas de rupture capacitaire, c'est pas un investissement ou une économie faite par un opérateur, non, en fait, c'est l'optimisation de l'ouverture de ces tranchées pour à la fois changer les réseaux d'assainissement, mais peut-être d'eau, peut-être d'électricité, peut-être de gaz, et permettre à ces entreprises, à ces gestionnaires de réseau, eh bien, de prolonger leurs travaux et de rénover encore plus que ce qu'ils n'avaient prévu. Donc avec une volonté orientée vers les réseaux d'assainissement. Ah bien sûr, c'est d'abord et avant tout les réseaux d'assainissement. Et on en profite pour... Voilà. C'est ça. La priorité, c'est le réseau d'assainissement. Après, si on arrive à convaincre, parce qu'ils en ont la nécessité, évidemment, on ne va pas changer des réseaux d'eau pour changer des réseaux d'eau. Il y a des réseaux d'eau qui sont vieillissants, etc. Eh bien, profitons de ces travaux lourds pour changer les réseaux d'eau en même temps. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, du coup, l'assainissement, enfin, ça c'est énorme, parce que dans toutes les communes, on entend parler que toutes les communes ont énormément de problèmes par rapport à ça. On voit bien que... Oui, l'infiltration des eaux pluviales, c'est... au moins 60%, enfin, je sais pas, mais c'est énorme, les chiffres qui sont annoncés dans toutes les communes. Ouais. Quand on va dans les conseils, en fait, ça paraît pharaonique comme... Non, mais tout à fait, mais le problème, c'est pas une attaque vis-à-vis des élus, que je respecte beaucoup, et avec qui nous sommes partenaires, donc j'ai aucun intérêt à attaquer les élus. Mais le réseau d'assainissement, c'est un investissement qui ne se voit pas. Exactement. Et c'est un vrai problème. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des redevances qui sont perçues. Et les redevances, ça doit aller à l'entretien des réseaux. Et je dois vous dire que nous avons trouvé, à l'occasion des investigations que nous avons faites dans le traitement de l'épisode du norovirus, des endroits où les redevances sont perçues sans même que les habitations soient connectées. Donc à un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village et se dire qu'il y a
des taxes qui sont perçues et donc des travaux qui doivent se mettre en place. Je rappelle que ce n'est pas de la compétence de l'État. Pour autant, nous allons, au titre de la DSIL, parce que les collectivités en ont besoin, parce que les ostréiculteurs en ont besoin, parce que le tourisme en a besoin, parce que nos eaux et la nature en ont besoin, faire un effort très conséquent ces 2 prochaines années pour faire un effet levier. Et je dois dire que force est de constater que l'immense majorité des collectivités se sont mises avec nous à travailler dans cette rénovation accélérée de l'ensemble des réseaux. Et ils ont raison. Ils ont raison. Ça ne se voit pas, mais c'est essentiel. Voilà. Donc c'est pas parce que ça se voit pas qu'il ne faut pas le faire, bien au contraire. Et par rapport à l'assainissement, il y a la problématique aussi des stations d'épuration en ce moment qui peuvent pas, qu'avec le Covid, qui peuvent pas être. Les boues. Alors c'est pareil, on est en train de travailler à l'hygiénisation des boues, hein, donc il y a plusieurs procédés qui peuvent être mis en œuvre. On est en train d'y travailler avec les services de l'État. On devrait aboutir assez rapidement à des solutions. Effectivement, c'est une difficulté supplémentaire. Mais qu'il faut traiter dans la durée, parce que le Covid est aujourd'hui la raison pour laquelle on doit hygiéniser les boues, mais peut-être qu'on aura d'autres épidémies qui nous conduiront à les hygiéniser aussi. Donc en fait, ce n'est pas une solution temporaire qu'il faut trouver, c'est une solution définitive. Et donc on est en train de la chercher et de la mettre en place. D'autant plus que ça m'étonnerait qu'à terme, les agriculteurs puissent épandre les boues. Il est probable que ce soit un jour interdit. Et donc il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc c'est pour ça que nous travaillons sur la durée, sur l'hygiénisation. Et en fait, le souci, c'est autant techniquement, on sait comment il faut faire, il faut trouver le moyen le plus économique de le faire, de façon à ce que justement il y ait une économie sur ce travail-là. Parce que si c'est un coût supplémentaire, c'est probablement encore un coût de moins dans la rénovation des réseaux. Donc il faut trouver des solutions qui soient techniquement opérationnelles et rapidement opérationnelles, mais techniquement les moins coûteuses possibles. Donc on y travaille. Nous, on a engagé ici sur la commune, je réagis, aussi un plan d'assainissement important. On a fait toute l'avenue Leclerc, là, et dans le cadre de la DSIL, on a demandé un financement pour des études sur toute l'avenue de Gaulle qui va sur la rue de Mont, parce que effectivement, ça se voit pas. Je ne critique pas non plus nos prédécesseurs, mais ils ont dit bon, ça on attendra, alors qu'aujourd'hui, il y a des fuites, il y a des difficultés. Et donc il faut qu'on s'y engage vraiment sur le moyen terme. Ça ne se voit pas visuellement, mais cette année, on a eu des analyses des eaux de baignade qui étaient dégradées par rapport aux autres années. Et donc on peut se dire que ça peut arriver et ça peut encore s'aggraver. Aujourd'hui, elles se sont dégradées, mais ce n'est pas dramatique, mais c'est un signe. Et au niveau européen, il y a un classement des eaux de baignade. Il ne faudrait pas que la Bretagne, alors qu'elle est extrêmement touristique, alors qu'elle est extrêmement attractive, soit une des régions où l'eau ne puisse pas servir à la baignade. C'est quand même un drame. Donc il y en a un travail de fond à faire. Et le meilleur signe, ce sera probablement l'amélioration de la qualité des eaux de baignade, entre autres, mais comme la qualité des eaux des rivières, pour nos poissons, etc. Et là, les élus, surtout que M. a raison de le dire, hein, c'est que ça ne se voit pas, mais il faut le faire. Et donc, moi, je tire mon chapeau quand même aux collectivités qui se sont lancées là-dedans. Je pense à Vannes dernièrement, hein, qui, comme Guerre, eh bien, a lancé des travaux extrêmement importants pour rénover son réseau d'assainissement. Il y a aussi la responsabilité des habitants et des citoyens. Nous, on a fait le constat que j'ai vu des acquisitions de maisons où, par exemple, une partie de la maison était raccordée au réseau d'assainissement, mais pas toute la maison. Et donc là, aujourd'hui, on a délibéré l'année dernière, l'année d'avant, en exigeant que quand il y a une acquisition, il y ait un certificat de conformité du système d'assainissement individuel et qui est à joindre au dossier, parce qu'il y a aussi cette responsabilité-là. L'agence de l'eau est à nos côtés, à côté des collectivités, pour financer. Elle finance beaucoup. Et donc, il faut impérativement se lancer dans ces travaux qui sont effectivement gigantesques, mais indispensables. Et surtout que souvent, dans les conseils aussi, ils disent ça, c'est que bon, les tarifs d'assainissement, c'est vrai que c'est toujours trop cher pour les usagers, mais en fait, souvent, ils sont moindres que le coût qui devrait être, parce qu'ils n'ont jamais augmenté, les coûts n'ont jamais été augmentés, alors qu'ils auraient dû être augmentés pour supporter graduellement, à faire. actuellement. Vous avez raison. Ça, c'est vrai que tous les conseils en ce moment, il y a que, c'est vrai que ça apparaît dans tous les conseils partout. C'est problématique. Et oui, c'est parce que c'est la preuve. Ce qui est bien, en fait, la problématique émerge parce que les conseils ont pris conscience qu'il y avait quand même un problème, qu'il va falloir le résoudre. Et donc, se voiler la face pendant un mandat, c'est pas rendre service à la communauté.
Celui-là, ce qui permettra quand même à l'ensemble des collectivités qui se seront lancées dans la bataille d'avoir un bilan très positif au terme de leur mandat. Là, il n'y aura jamais eu autant de travaux sur l'investissement qui auraient été faits dans les 2 prochaines années. On va gagner au moins 6-7 ans.